Encore merci, Merci. Kop Kun Kap comme on dit en Thaïlande. Merci beaucoup Youssef pour Merci. d'être là ce soir. On présente évidemment ton livre Merci à toi. que tu viens de sortir de chez Contre-Culture, Le conflit israélo-palestinien, le comprendre. D'ailleurs c'est tiré de la série des Que sais-je, voilà, C'est inspiré des Que sais-je. Oui. c'est C'est ça. la nouvelle collection de contre-culture. Oui. Et franchement génial, moi je me suis régalé. D'ailleurs les amis, Mm. si vous voulez vous procurer le livre, évidemment c'est en description. Eh bien écoute Youssef, De Brague m'avait engueulé la dernière fois, Pierre De Brague, parce que il dit que les youtubeurs, nous on a une fâcheuse tendance à laisser l'invité se présenter. Eh bien je vais réitérer aujourd'hui, je vais te laisser te présenter de manière assez concise pour que les spectateurs qui ne te connaissent pas puissent savoir qui tu es. Voilà, alors je m'appelle Youssef Indy, je suis né en 1985 au Maroc, je suis chercheur indépendant, j'ai maintenant 11 ouvrages à mon actif. J'ai beaucoup écrit sur le sionisme messianique, les origines messianiques du sionisme, la géopolitique des États-Unis, les relations entre le monde occidental et le monde musulman, des ouvrages de géopolitique, d'histoire, un livre sur la religion de la République française, la mystique de la laïcité, et bien d'autres. Voilà. Super, super, super. Donc vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Ce soir, évidemment, on va parler d'un sujet qui tourne autour de ton livre et un sujet évidemment qui est évidemment à traiter, c'est le conflit israélo-palestinien. On va évidemment aussi digresser sur le sionisme et sur d'autres choses. Évidemment, en fin de live aussi, pour ceux que ça intéresse, on parlera aussi un petit peu de la situation actuelle française parce que le sionisme a plus ou moins un rapport quand même étroit, vous le verrez, notamment avec le RN. On reviendra sur tes petits tweets récents aussi, Youssef. Eh bien écoute, tu as terriblement élevé ton niveau Kentra. Merci beaucoup les gars, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Eh bien, je vais commencer par ma première question. Dès le début de ton livre, tu nous donnes une information qui va justement servir de carburant pour commencer l'interview. Tu dis, je cite, il faut distinguer deux communautés juives, les vieux Yishuv, vieilles communautés juives palestiniennes, et les nouveaux Yishuv, nouvelles communautés de juifs venus d'Europe. Et suite à cela, tu nous expliques même la différence entre ces deux peuples. En outre, les juifs palestiniens religieux du vieux Yishuv s'opposent déjà à l'époque aux immigrés juifs pour deux raisons: l'influence sioniste auprès des autochtones et leur absence totale de pratiques religieuses. On peut donc comprendre que les juifs palestiniens pratiquent un judaïsme, disons, général, et de l'autre côté, on a une immigration juive européenne qui, elle, pratique déjà une première forme de sionisme un petit peu contraire au judaïsme. Est-ce que c'est le marqueur du début du conflit? Alors, pour être plus précis, Ouais. les premières communautés juives européennes qui s'installent en Palestine dans les années 1870-1880 sont essentiellement des juifs de Russie. Des juifs de Russie, d'Europe de l'Est, qui fuient les pogroms, notamment en Russie. Et ces juifs-là sont pour beaucoup, l'écrasante majorité, des juifs laïcs, des juifs athées. Donc il y a un choc culturel entre les juifs palestiniens, donc le vieux Yishuv, qui sont des juifs croyants, pieux, religieux, donc, et ces juifs européens qui sont d'une culture totalement différente. Bon, ils ont une culture juive, puisque il y a une culture juive qui est issue de la religion juive, mais dans sa Ok. version sécularisée. Mais assez rapidement, les juifs palestiniens se plaignent des juifs sionistes, notamment à partir de la création du foyer national juif, où les juifs sionistes européens, essentiellement russes, ont l'ascendant sur eux, puisque les fondateurs du sionisme sont essentiellement des juifs ashkénazes athées. D'accord. Et donc les juifs religieux de Palestine se plaignent d'eux parce qu'ils ne respectent pas la Torah, parce ils ne les respectent pas en tant que juifs religieux. Donc en fait, il y a un conflit multidimensionnel qui va opposer d'un côté les juifs sionistes athées Ok. et de l'autre des juifs religieux, mais des Palestiniens juifs, des Palestiniens chrétiens et des Palestiniens musulmans. Donc en fait, on a une opposition à une immigration illégale colonisatrice Hmm. et une opposition à l'intérieur du monde juif entre religieux et athées. Et tu nous expliques même qu'il y avait déjà une histoire de Rothschild dès 1880 qui acquiert des terres palestiniennes, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, Edmond de Rothschild commence dans les années 1880 à acheter des terres en Palestine
dans le cadre d'une association, d'une organisation qui s'appelle les Amants de Sion, Hum. qui avait été créée d'abord en Russie, puis en Allemagne. Et donc, effectivement, Edmond Rothschild va participer à la colonisation de la Palestine en achetant des terres. Donc oui, effectivement, Rothschild est très D'accord. impliqué dès le départ dans l'épopée sioniste. Il n'est pas le seul, mais il est très impliqué. Est-ce qu'il y a une Partie de... question économique derrière tout ça aussi? Est-ce qu'il y a une vision économique, une profondeur économique? Bah, dans le projet sioniste, que ce soit les financiers, je veux dire quelqu'un comme Rothschild quand il achète des terres, Ouais. c'est pas pour gagner de l'argent. Quand les Britanniques, à la demande des sionistes, après avoir dealé avec les sionistes, attaquent l'Empire ottoman, créent le foyer national juif, ils ne gagnent pas d'argent. Ils perdent de l'argent et ils s'essoufflent économiquement et matériellement. Donc Donc c'est pas de là, l'altruisme, on est d'accord. non, absolument pas. Mais disons que dans l'Empire britannique, à la tête de l'Empire britannique, vous avez des protestants sioniste. D'ailleurs, Balfour, le ministre Balfour britannique, était un protestant sioniste. Parce que, alors ça, c'est ce que j'explique dans mon premier ouvrage paru en 2015, Occident Islam tome 1 sur ces genèses messianiques du sionisme, Bien sûr. le sionisme messianique qui naît bien sûr dans le monde juif, dans les milieux mystiques juifs, va se répandre dans les milieux protestants millénaristes à partir du XVIIe siècle, et notamment en Angleterre à partir du XVIIe siècle. Et à partir du XVIIe siècle, va germer parmi les élites protestantes, millénaristes, un sionisme, c'est-à-dire l'idée religieuse qu'il faut rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Christ et ainsi de suite. Mais qui est au départ une idée juive, puisque il s'agit de revenir en Terre Sainte pour hâter la venue du Messie des Juifs, bien sûr, qui n'est pas le Christ. Et donc, les Britanniques vont euh, aider les sionistes, les juifs sionistes à réaliser leur projet, parce que, comme je l'ai dit, il y a à leur tête des sionistes, des Ouais. protestants, mais aussi parce que, comme l'avait rapporté Pierre Hillard dans l'Atlas du mondialisme, basé sur le document officiel qui s'appelle le rapport de la commission Peel de 1937, Ouais. il a été prouvé, documenté, que en 1916, quand les Britanniques étaient en train de perdre la guerre face à l'Allemagne, eh bien, les sionistes allemands sont allés voir le cabinet de guerre britannique en leur disant, voilà, on peut entraîner les États-Unis dans cette guerre pour vous sauver, voilà, en gros, et en échange, vous, les Britanniques, vous allez attaquer l'Empire ottoman en Palestine et fonder le foyer national juif. C'est le deal qui a été passé. C'est dingue. C'est juste dingue. On va passer à la deuxième question. On va essayer d'axer aussi l'interview sur la question militaire, parce que justement, du côté du camp sioniste, tu nous expliques que ce qui va fonder Tsahal, c'est le rassemblement de plusieurs groupes ou milices, dont certaines sont considérées comme terroristes, c'est ça? Entre l'Irgun, la Haganah, t'avais... Oui, alors Ouais, il y a la Haganah qui est créée en 1920, qui est un groupe paramilitaire ouais, de défense officiellement de la communauté juive sioniste implantée en Palestine. ok, Donc c'est un mouvement qui est plutôt travailliste à gauche, hein, ouais, qui est très lié en fait au mouvement sioniste, disons, originel pionnier. Et ouais, puis, vous allez avoir des mouvements, enfin des groupes qui vont s'extraire de la Haganah parce qu'ils vont trouver la Haganah trop molle, pas assez radicale comme l'Irgun. Des organisations, comme l'Irgun, Groupe Stern, etc., qui représentent plutôt une tendance, je vais vite, hein, mais les informations sont dans le livre, qui représentent plutôt une tendance d'extrême droite dans le sionisme, qu'on appelle le sionisme révisionniste de Jabotinsky. oui, Bref. d'accord. Et donc, ces groupes-là sont véritablement des groupes terroristes dans le sens où ils mènent des attentats terroristes contre les Britanniques, contre les Palestiniens, bien sûr, mais aussi contre des Juifs qu'ils considèrent être C'est ça. des C'est ça, traîtres. c'est ce que tu dis dans ton livre, c'est que Mm. cette communauté sioniste attaque même leur propre peuple, enfin, religieux, quoi. C'est quand Mm. même dingue. Ils s'attaquent à leur propre peuple. Des assassinats ciblés contre des gens. Alors, un membre de l'agence juive qui avait participé à la négociation entre le Foyer national juif et l'Allemagne nazie en 1933, le fameux accord
de transfert. Donc, il va être assassiné par un de ces groupes. Donc, vous avez groupe Stern, Abirnionim, euh, Irgun, etc. Et donc, tous ces groupes-là, qui vont, à partir des années 20, 30, 40, multiplier les attentats, vont finalement en 1948, lorsque l'État d'Israël est créé officiellement le 14 mai 1948, donc Tsahal est créé, l'armée israélienne est créée, et en fait, Tsahal est composé de ces différents groupes, essentiellement Et donc ouais. la Haganah et ces différents groupes terroristes. Donc oui, Tsahal, euh, comment dire, l'armée israélienne Hein. est d'origine terroriste. Ok. C'est un fait historique. Et alors, du côté palestinien, est-ce qu'il y a une armée qui la représente? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit Hamas, Hamas, Hamas. Alors, Mm. de un, est-ce que le Hamas, c'est véritablement terroriste ou non? Et est-ce que le Hamas, ça représente bien l'armée palestinienne ou c'est vraiment à diviser totalement du peuple palestinien? Il y a un gros micmac sur ce sujet, je trouve. Alors historiquement, disons, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu, dans les années 20, des organisations armées palestiniennes qui visaient à défendre la Palestine de l'envahisseur. Donc, vous avez des groupes, par exemple, qui au port, empêchaient l'arrivage d'immigrés juifs illégaux. Parce qu'en fait, il y avait une immigration légale. Ouais. Quand on dit légal, c'est autorisé par le mandataire britannique, hein. Oui. Et une immigration illégale, des Oui. clandestins. Et donc, en fait, historiquement, les premiers à avoir combattu l'immigration illégale et le grand remplacement, ce sont les Palestiniens. Donc, qui tenta d'empêcher cette immigration organisée par ce qu'on appelle la Haganah B, qui va ensuite devenir l'Irgun. Et donc, à partir de 1925, vous avez un grand résistant connu qui s'appelle As-Din al-Qassem, qui va résister, qui va dire à partir de 1925, voilà, il faut s'organiser militairement pour combattre le sionisme. Mais très rapidement, enfin à partir de 1936, les Britanniques écrasent les organisations de résistance palestiniennes. Ok. Ils mettent 3 ans à les écraser, mais ils les écrasent en plus en mobilisant plus d'hommes, plus de militaires britanniques en Palestine qu'il n'y en avait en Inde. C'est pour vous dire. Donc, il les écrase, ce qui va faciliter la tâche aux sionistes par la suite, ce qui va faciliter la conquête sioniste, puis l'épuration ethnique de 47-48. Et donc, vous avez donc ce premier temps-là, donc première étape, donc il y a eu bien sûr des émeutes, des grèves, des pogroms, parce qu'en fait, ce qu'on appelle pogrom anti-juif à l'époque, Ouais. c'est une guerre civile qui est déclenchée par les sionistes et par les Britanniques. Ils mettent en place les conditions d'une guerre civile dans un pays où les Juifs n'avaient jamais été inquiétés. D'accord. Sauf par exemple dans les années 1860-70, où il y a eu, dans une séquence complexe dans laquelle je n'entrerai pas ici, une déstabilisation de l'Empire ottoman par des empires extérieurs, russes, britanniques, français, etc., qui utilisaient des communautés euh, à l'intérieur de l'Empire ottoman pour le déstabiliser. Bref, je ferme la parenthèse. Puis après, vous avez eu les mouvements de résistance, ce qu'on appelle les Fédéines, à partir de 1948, donc après l'expulsion de 750 000, 800 000 Palestiniens, vous allez avoir la création des Fédéines, c'est-à-dire ceux qui se sacrifient, des combattants. Ok. Euh, donc ces résistants-là naissent en réaction à l'épuration ethnique. Puis, dans un autre temps, vous avez les organisations de gauche, socialistes, marxistes, de résistance, Ah, d'accord. et qui vont former ce qu'on appelle l'OLP. L'OLP, c'est le Fatah, le Front de libération de la Palestine, le FPLP, etc. Donc, la résistance a été longtemps de gauche, d'extrême gauche, puisqu'on avait à l'échelle mondiale une opposition entre le monde occidental qui a largement soutenu Israël, mais l'Union Mhm. soviétique avait soutenu Israël au départ, notamment en 48. À partir de 1956, il y a véritablement une rupture
au Proche-Orient entre le bloc de l'Est qui soutient les nationalistes arabes et les mouvements de résistance après palestiniens et Israël qui est soutenu, même si Israël reste une entité socialiste jusque, jusque dans les années 70, où vous avez en 76-77 plutôt, le premier gouvernement de droite. Et donc, après cette période-là, C'est ça, ouais. vous allez avoir, fin des années 80, l'effritement de l'Union soviétique et l'effondrement de l'Union soviétique qui correspond historiquement à la normalisation de la relation entre Israël et les organisations de résistance classées à gauche, donc en fait l'OLP. L'OLP va être intégré par Israël, donc c'est des accords d'Oslo 93-95, qui va faire de l'OLP l'autorité palestinienne, qui va en fait chapeauter pour le compte d'Israël les territoires occupés. Et en fait, ça correspond à l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, et donc, vous avez quasiment dans la même séquence la naissance euh, de, du Hamas donc, en 1987, le 14 décembre 1987, qui est une organisation de résistance musulmane, islamique. Donc en fait, d'une certaine façon, il y a un retour à l'origine parce que les premières organisations de résistance contre le sionisme étaient religieuses. C'était des organisations palestiniennes juives, des organisations palestiniennes chrétiennes, et des organisations palestiniennes musulmanes. D'ailleurs, les premières organisations euh, palestiniennes de lutte contre le sionisme, au Ouais. début des années 20, ce sont des associations islamo-chrétiennes. D'accord. Ok. On a, on a une alliance entre les chrétiens et les Ah ouais. musulmans palestiniens et aussi les juifs palestiniens jusque dans les Du années vieux 30. Yishuv? Du vieux Yishuv. Du Ouais. vieux, ouais. Ok. Et donc, vous avez aussi des affrontements, par exemple, à Haïfa, au début des années 20, entre des juifs communistes palestiniens Ok. contre des juifs socialistes venus venus d'Europe. Bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis vous avez le djihad islamique. Le djihad islamique a été créé en 1982. Ouais. Donc en fait, vous avez une séquence religieuse, une séquence athée socialiste, y compris du côté israélien, puisque Ben Gourion est le gros de l'organisation sioniste Et ouais. et socialiste. Et puis, vous allez avoir une montée en puissance progressive du côté israélien des mouvements religieux, c'est-à-dire le mouvement national religieux qui existe depuis le début, en fait, du sionisme, mais qui était minoritaire. Donc, il va monter en puissance à partir de la guerre de 1967. Et donc, vous allez avoir une nouvelle phase dans l'opposition entre Israël et les Palestiniens, qui est une phase d'opposition à teneur religieuse. C'est la marche de l'histoire. Alors aujourd'hui, tu m'as posé la question, est-ce qu'ils sont terroristes ou pas? Déjà, qu'on soit très clair. Ouais. L'Union européenne, la France, a déclaré que le Hamas est une organisation terroriste. Mais Ouais. le droit international, la notion de terrorisme n'existe pas dans le droit international. En fait, la dénomination, la qualification de terroriste, c'est une qualification politique. La D'accord. majorité des pays du monde ne reconnaît pas le Hamas comme une organisation terroriste. Oui, c'est Voilà, plutôt un donc terme occidental d'ailleurs, non? Le terme oui, terroriste. oui, alors occidental, oui, oui. Enfin bref, ça serait encore une autre histoire. L'histoire du terrorisme est vraiment Ouais, une ouais. histoire qu'il faudrait traiter à part. Et donc, par contre, ce qui existe dans le droit international, c'est les crimes de guerre. Donc, on peut dire que le Hamas, si on est dans le cadre du droit international, est une organisation politique avec une branche armée qui peut commettre des crimes de guerre. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont reconnu. Par exemple, après le 7 octobre, ils ont reconnu dans un document qu'ils ont publié officiel Ouais. que, effectivement, dans le cadre d'une confrontation avec l'armée israélienne, mais aussi certainement avec des colons qui sont armés, il y a eu des victimes civiles. Mais D'accord. d'après ce que dit le Hamas, ce sont des dégâts collatéraux. Bref, j'en parle à la fin de mon ouvrage d'ailleurs. Donc il faut être très précis. Ce que dit le droit international, c'est qu'il peut y avoir des crimes de guerre.
Voilà. Donc on peut parler de crime de guerre. Maintenant, on est en France. Si vous n'admettez pas que le Hamas est une organisation terroriste, bah, vous avez vu ce qui s'est passé. Zut! On peut carrément vous envoyer la police. C'est-à-dire que C'est vrai. même des membres de LFI ont été convoqués par la police pour apologie de terrorisme. Donc ça peut aller très vite. Voilà. Donc restons dans le cadre du droit international. Alors, un moment, tu as cité Ben Gourion. Eh ben justement, j'en ai noté un petit passage. Tu abordes d'ailleurs ça dans ton livre, le propos de Ben Gourion. Je cite: Érigeons un État juif sur le champ, même si ce n'est pas sur tout le territoire. Le reste nous reviendra avec le temps, il le faut. Ou encore, nous voulons la terre d'Israël dans sa totalité. C'était l'intention de départ. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Parce qu'à chaque fois, en France, nous, la plupart de ce que disent les gens, parce que moi j'ai fait des micro-trottoirs sur le conflit, la plupart des gens disent toujours il faut une solution à deux États, gna gna gna. Mais là, quand on voit les propos d'un mec comme David Ben Gourion que tu as cité juste avant, on a envie de se dire que cette solution à deux États, je sais pas, c'est un plafond de verre. Enfin, c'est étrange quand même. Alors, le contexte. Bon, déjà, qui est Ben Gourion? Ben Gourion, c'est un des pères Ok. du sionisme politique, qui a été à la tête de l'agence juive et qui est le premier ministre de l'État d'Israël. C'est une figure centrale du sionisme. Ça, c'est la première chose. Il était de la tendance socialiste. Il était à la tête du parti Mapai, qui va devenir le parti travailliste. Et Ben Gourion dit ça en 1937 et en 1947. Pourquoi? Parce qu'en 1937, il y a eu la proposition de partage de la commission Peel, Ouais. donc du haut fonctionnaire Peel, Hum. commandé par le gouvernement britannique. Et en fait, ce plan de partage qui prévoyait le déplacement de plus de 200 000 Palestiniens, mais le déplacement que de 1200 Juifs, c'est-à-dire on déplace une population de, d'un territoire vers un autre, c'est-à-dire du territoire qui va être le territoire juif, du Ok. futur État juif, vers le futur État arabe palestinien. Donc tout le monde l'a refusé, enfin les Palestiniens l'ont refusé. Du côté sioniste, Ben Gourion et ses proches l'ont accepté, mais il était minoritaire. Et lui disait donc, acceptons le plan de partage, quel que soit le plan de partage, puisque de toute façon, on va conquérir le reste. Et il redit la même chose Ah ouais. en 1947. Donc en 1947, il y a eu le plan de partage de l'ONU voté le 29 novembre 1947. Et donc il dit cela en 47, il dit acceptons le plan de partage et le reste nous reviendra dans le sens où nous allons de toute façon conquérir le reste de la terre. Et c'est ce qui se passe, puisque le plan de partage est voté le 29 novembre et quelques jours après, les forces juives, la Haganah, Irgun, etc., commencent sur ordre de Ben Gourion à épurer ethniquement la Palestine. Donc, ils commencent le travail de conquête. Ils détruisent des villages, ils chassent des villageois. C'est le Grand Et Israël ou pas? Est-ce qu'on peut considérer ça comme le projet, le fameux projet qu'on entend parler constamment? Est-ce qu'il est vraiment en train de se mettre en place? oui, alors, dans un livre coécrit en yiddish en 1918, Ouais. Ben Gourion dit que le futur État d'Israël comprendra le Sinaï, toute la terre de Palestine au-delà du Jourdain, donc jusqu'en Jordanie, la Jordanie actuelle, le sud de la Syrie et le Liban jusqu'au-delà du fleuve Litanie. Donc, dès le départ, que ce soit Ben Gourion, que ce soit Theodor Herzl, que ce soit le représentant du mouvement national religieux, que ce soit Menachem Begin, tous disent, entendent que le futur État d'Israël ira du Nil à l'Euphrate. La preuve, en 1956, Ben Gourion est à la tête d'Israël et il conquiert le Sinaï égyptien. Et rebelote en 1967, les Israéliens, puisqu'ils doivent le rendre en 57 sous la pression des Soviétiques, des Américains, en 67, ils conquièrent de nouveau le Sinaï égyptien. Ils conquièrent le Golan très tôt, je crois dès 1948, et ils essaient d'occuper le sud du Liban. Donc oui, dès le départ, le projet, c'était la conquête de tout ce territoire-là, du Nil à l'Euphrate. D'accord. Alors,
Quatrième question, j'aimerais qu'on digresse maintenant sur un point qui me semble important, c'est l'expansion du sionisme à l'international. Justement, on a parlé un peu du Grand Israël, maintenant on parle vraiment au-delà des frontières. On l'a vu depuis le 7 octobre sur les gros médias télévisés qu'il y avait quand même très peu de positions anti-sionistes, ou alors nous serons étiquetés d'antisémites à tout va, comme avec la France insoumise en ce moment. Comment justement ce sioniste-là s'est-il répandu? Je dis bien répandu et pas venu puisqu'il est déjà créé de base en Occident un petit peu, pour ce que tu Alors, nous expliques. pour préciser, est-ce qu'on parle de l'expansion du sionisme dans les communautés juives ou est-ce qu'on parle de l'influence du sionisme Ouais, à l'influence l'échelle du internationale? sionisme. Alors, l'influence du sionisme, elle se fait d'abord, et ça c'est documenté, par la diaspora juive en Europe et tout particulièrement aux États-Unis. C'est C'est-à-dire, bon, ça. j'ai parlé de Rothschild tout à l'heure, mais il n'y a Ouais. pas que, pas que Rothschild. Vous avez des banquiers importants à l'échelle occidentale qui vont travailler les gouvernements occidentaux, d'abord anglais et américains, pour qu'ils apportent leur soutien au sionisme. Très tôt. Vous D'accord. avez aussi des figures importantes, comme le rabbin Stephen Wise aux États-Unis, qui était à la tête d'une organisation sioniste importante. Euh, un autre, pas Landauer, bref, j'ai oublié son nom. Il me reviendra. Le président de la Cour suprême aux États-Unis, qui était proche du président Wilson, donc ils vont pousser, en fait, notamment dans la Première Guerre mondiale, comme je l'ai dit, pour soutenir les Britanniques et le projet sioniste. Donc, d'abord, ça se fait par les grandes familles, la diaspora juive riche qui va notamment financer l'immigration massive des immigrés juifs pauvres vers la Palestine. Puis vous avez la constitution de ce qu'on appelle le lobby pro-israélien, Ok. qui vont se renforcer à travers les décennies et qui vont influer sur la politique britannique, américaine et européenne. Et alors vous avez deux études qui sont importantes. Ouais. Le livre de Stephen Walt et John Mearsheimer, donc, professeur à l'université d'Oxford et le professeur à l'université de Chicago, qui sont deux spécialistes reconnus des relations internationales, très respectés aux États-Unis, qui publient en 2007 un livre qui s'appelle Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Et vous avez une étude que je cite souvent de trois universitaires qui s'appelle alors, et ça n'a pas été traduit en français qu'en anglais. Et en fait, le titre, c'est euh, l'Union européenne et le lobby pro-israélien. Ok. Et ça met en évidence le lobbying à l'intérieur des institutions européennes et dans les partis politiques et les États européens du lobby pro-israélien pour pousser les États européens et occidentaux vers un pro-sionisme. Donc tout ça est parfaitement documenté, ça je le dis pour ceux qui vont commenter complotistes, antisémites, etc. Tout ça est parfaitement documenté. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Et à mon avis, il y a d'autres ouvrages qui paraîtront pour continuer à le démontrer. Et alors pourquoi aujourd'hui, par exemple, dans les médias, il y a très peu de gens qui défendent la position dite antisioniste? Parce qu'on a un type comme Manuel Valls qui dit être antisioniste, c'est être antisémite. Comment on en est arrivé là quand même? Bah, justement, en fait, c'est par ce travail de lobbying, c'est-à-dire que bon, il y a eu plusieurs phases, mais Manuel Valls est archétypal dans le sens où c'est un homme politique qui a commencé par être pro-palestinien, Ok. puis qui s'est marié à une juive, et c'est pour ça qu'il a déclaré sur je crois, RCJ que, il était lié par sa femme C'est ça. éternellement à Quand Israël. même. Alors, il y a ça, voilà, oui, quand même. Mais il y a aussi son rapprochement des réseaux pro-israéliens en France, néoconservateurs. Bernard-Henri Lévy et toute la clique. Et donc, quelqu'un comme Manuel Valls a a connu une ascension politique à partir du moment où il a opéré ce virage pro-israélien. Quand il était pro-palestinien, il était simplement maire d'Évry,
sans plus. Et à partir de ce tournant pro-israélien, il est devenu ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Mais étant donné qu'il est détesté de la population, il n'a jamais réussi à se qualifier pour être le candidat de la gauche du Parti socialiste pour accéder à la fonction suprême. Mais il est archétypal dans les études là, que j'ai citées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est démontré. Donc, on a carrément un système de corruption ou alors de menaces et d'intimidation qui fait que euh, il y a je vais être gentil, inhibition Ouais. pro-palestinienne et les pro-israéliens ou ceux qui étaient pro-palestiniens, eh bien, se lâchent, donc ils deviennent pro-israéliens par carriérisme et ceux qui étaient déjà pro-israéliens se lâchent complètement avec des déclarations complètement délirantes. Donc en fait, c'est vraiment le bâton et la carotte. Il y a un système d'intimidation où on est qualifié d'antisémite, où on se prend des procès. Donc là, c'est l'exemple d'Alain Soral, réfugié en Suisse, Dieudonné, Hervé Ryssen, et ainsi de suite. Ouais. Des gens qui se... Donc, et on fait des exemples. C'est-à-dire que on détruit socialement, on frappe au porte-monnaie, on envoie en prison si nécessaire, pour dissuader tous les autres résistants potentiels. Et de l'autre, voilà, on promeut les pro-sionistes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. En plus, t'as déjà eu des persécutions, toi, vis-à-vis de tes livres? Parce que j'ai l'impression que souvent, ils attaquent, mais pas forcément sur le contenu. On prend l'exemple, tu l'as cité, Hervé Ryssen. Ils l'ont jamais attaqué sur ses livres, mais sur des couvertures. Ouais, Pareil ouais. pour Alain. Pareil pour d'autres. C'est toujours sur le petit détail qui tue. De même pour moi, j'ai eu quelques persécutions, amendes, etc. Toujours sur les petits détails mais pas vraiment sur le fond. C'est ça le truc. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, quand vous faites un travail sérieux, documenté, bon, on ne peut pas vous attaquer sur le fond. Donc, on va aller chercher sur votre page Twitter une petite citation, C'est ça. une virgule mal placée pour vous attaquer, vous envoyer la police, vous ficher, vous traîner en justice. Moi, comment dire, les seules accusations que j'ai eues, ça a été, par exemple, sur mon compte Twitter. Oui, alors, il y a eu un arrêté préfectoral interdisant une conférence, Waouh. disant, bon, bah voilà, Youssef Indy a déclaré sur Twitter, ceci, cela. Et, et de plus, ce que je retrouve dans l'arrêté préfectoral, c'est le copier-coller de ce qu'il y a sur ma fiche Conspiracy Watch Ok. du Rudi Reichstadt. Donc en fait, il y a des signalements qui sont faits à la préfecture au préfet. On dit au préfet, voilà, un tel ne doit pas donner de conférence. Et on envoie au préfet les fiches Conspiracy Watch. Et le préfet utilise ces fiches-là pour justifier un arrêté préfectoral. Voilà. Donc moi, je suis fiché S, par exemple. Ok. Depuis Gaza, en fait, depuis ma prise de position concernant le massacre à Gaza, le génocide à Gaza, j'ai été fiché. Moi, Darmanin m'a déjà envoyé Ouais. la police, m'a fait convoquer pour des tweets aussi, à l'époque, dans le cadre de l'affaire Zineb El Rajoui. Mais mes livres ont été épluchés, d'ailleurs, dès le premier livre, hein, sur les origines du sionisme, ont été Ok. épluchés par des membres du CRIF. Ils ont été épluchés par des cabinets d'avocats, donc ils n'ont jamais trouvé matière à m'attaquer en justice. Et quand vous voyez les attaques que je reçois de certaines personnalités sionistes, Ouais. ce sont toujours des anathèmes, C'est ça. complotistes, mais jamais ils ne prennent un bouquin pour dire, voilà, telle page, il y a une erreur Ouais, factuelle. c'est Je veux vrai. dire, On l'a vu avec Bruno Attal, Messia, tous ces trucs-là, là. ils sont C'est incapables, toujours le. ils sont incapables d'aller au contenu et de dire, voilà, il y a... Mais c'est possible, hein. Je veux dire, moi, je suis un être humain, je peux me tromper, il peut y avoir une erreur quelque part dans un de mes livres. C'est possible. Mais ce que je Et, remarque, c'est que ouais. ce n'est jamais arrivé. Et est-ce qu'aujourd'hui en France, être pro-palestinien, c'est à risque? Hmm. Ça dépend à quel degré vous vous situez. Ouais. Sur Euh, Twitter, ça c'est- va. Si c'est un petit tweet comme ça, voilà. En fait, être pro-palestinien ou manifester avec un drapeau palestinien, bon, oui, vous pouvez vous faire arrêter par la police. oui, c'est être un peu Faut l'idiot que- utile de la cause, quoi.
voilà, si vous êtes un candidat LFI, bon, il y en a certains qui ont été convoqués pour apologie de terrorisme, Mm. mais c'est sans suite. En fait, tout dépend comment dire, de votre dangerosité en tant qu'analyste et en tant que militant antisioniste. Il y a des degrés. Je veux dire, vous voyez le traitement subi par Dieudonné, Alain Soral et Hérissène, et vous voyez le traitement subi par les membres de LFI. C'est pas du tout le même. Je veux dire, ils ne sont pas persécutés, il n'y a pas des dizaines de milliers d'euros d'amende, il n'y a pas à ce jour, il n'y en a aucun qui a été emprisonné. Bon, donc tout dépend de votre efficacité en tant C'est que ça. critique du sionisme. Voilà. Et puis, quand on est membre de LFI, on a quand même une machine derrière, un Ouais, parti c'est sûr. politique, une On est organisation. couvert. Mm. Et puis, je veux dire, le fondateur, Jean-Luc Mélenchon, est membre du Grand Orient. Et il faut aussi comprendre qu'il y a un divorce, manifestement, entre le Grand Orient ou d'autres loges maçonniques, mais notamment le Grand Orient, qui est une loge athéiste, anti-religieuse, vraiment, comme l'est Jean-Luc Mélenchon, et Ouais. une droite juive sioniste, religieuse et fanatique, qui, je pense, a provoqué l'ire de Mélenchon et d'une partie du Grand Orient. C'est-à-dire que vous avez une alliance historique entre un judaïsme, je dirais pas assimilé, parce qu'en fait c'est une fausse assimilation, mais Ouais. disons un judaïsme des Lumières, issu de ce qu'on appelle la Haskalah, Ok. donc un judaïsme adapté à la vie européenne, qu'il soit religieux, donc le judaïsme réformé ou carrément athée. Il y a une cohabitation, même alliance objective avec la maçonnerie sans problème, et notamment le Grand Orient, qui était déiste et qui est devenu athéiste. Mais je pense que quelqu'un comme Mélenchon, franc-mac traditionnel, qui voit euh, s'imposer au sein du sionisme un mouvement religieux radical, euh, en lieu et place de ce sionisme, hein, le sionisme de Léon Blum, plutôt de gauche socialiste, je pense qu'il y a eu une réaction de rejet parce que eux, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur logiciel? C'est que nous avons combattu un obscurantisme religieux catholique. C'est pas pour nous allier avec d'autres obscurantistes religieux. Ah ouais. Je pense qu'il y a de cela. Je pense qu'il y a de cela dans dans cette Donc, réaction tu penses de que Mélenchon. une partie des LFI, enfin en tout cas du côté de Mélenchon, il est antisioniste par sa position franc-maçonne? Je, moi, je pense que, là, je parle de Mélenchon en particulier. Oui, oui. Maintenant, dans la tradition de gauche, il y a un antisionisme même de gauche, de la gauche juive. Et ça remonte même aux origines, parce que vous avez un sionisme socialiste, Ok. mais le gros des socialistes juifs Ouais. internationalistes n'étaient pas sionistes, voire antisionistes, puisque eux, ils avaient un projet internationaliste et non pas territorial. Donc, ils rejetaient tout projet territorial, qu'il soit juif ou non. Il y Ok. avait véritablement une opposition interne. Et puis vous aviez ceux qui faisaient la synthèse. C'est un peu aujourd'hui l'opposition entre un George Soros, qui est un messianiste juif globaliste, athée, donc internationaliste, qui rejette toutes les frontières et toutes les nations, y compris la nation israélienne, et de l'autre, un nationalisme juif représenté par Netanyahou. Donc vous avez Ouais. des oppositions comme ça. Et dans la tradition de gauche, il y a un anticolonialisme qu'on retrouve chez les filles, et donc un anticolonialisme qui, bien sûr, va intégrer dans son anticolonialisme un antisionisme, puisque le sionisme est un colonialisme aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a plusieurs tendances, et je pense que Mélenchon, le rejet de Mélenchon, puisque à ma connaissance, Mélenchon, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ne tenait absolument pas de discours sur le sionisme. Oui, c'est vrai. J'ai Ouais. pas connaissance d'un Mélenchon
dans les années 2000, même autour de 2010, Ok. critiquant Israël. Il a commencé à critiquer Israël et le CRIF C'est le CRIF, c'est ça, ouais. Mm. à partir du moment où il y a eu une radicalisation religieuse de ce sionisme. Et la franc-maçonnerie, elle n'est pas alliée du sionisme, tu penses? En fait, je pense que ça dépend de la maçonnerie. Ouais, parce qu'on avait le Alors, livre de Stéphane Blake que j'ai présenté d'ailleurs ici. On a fait un live avec Mehmet et Ali Moudine. Et justement, il parle de ça. Il dit, bon, on va pas non plus aller trop loin parce que sinon le live va sauter. Mais voilà, la franc-maçonnerie, effectivement, il y aurait une branche plus ou moins reliée avec la Kabbale, le sionisme, etc. en fait, déjà, la Kabbale et le sionisme, C'est ça. la Kabbale, c'est la C'est mystique deux juive. voies, ouais. Il y a un lien, bien sûr, entre la Kabbale et le sionisme, parce que j'ai quand même des travaux à l'origine, de montrer que le contournement de l'interdit de retour en Terre Sainte, qui est dans le Talmud, se fait par la voie kabbalistique. Donc, tout ça, D'accord. c'est vrai. Le mythe de la reconstruction du temple, Hmm. c'est, je veux dire, le mythe de la reconstruction maçonnique du temple, ça vient Hmm. du judaïsme. Stephen Wise, encore une fois, le rabbin Stephen Wise disait que toute la maçonnerie, ses symboles, sa structure, etc., son organisation viennent du judaïsme. Mais c'est pas parce que ça vient du judaïsme que c'est entièrement sioniste. Là, encore une fois, on le voit avec le Grand Orient, l'attitude du Grand Orient. Mais dans la maçonnerie, vous avez aussi une maçonnerie juive, notamment le Bnai B'rith, et à ma connaissance, le Bnai B'rith est sionisto-compatible. Donc après, il faudrait étudier, il faudrait voir les loges, parce que les loges maçonniques ne ressemblent pas toutes. Il y a des obédiences C'est ça. différentes, des orientations Ouais. différentes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la maçonnerie. Il faudra faire Ouais. une classification des maçonneries qui sont sionistes et des autres qui le sont. Parce que je vois, là, j'ai vu passer un document récemment, Ouais. euh, plusieurs loges maçonniques, dont le Grand Orient, appellent à voter pour LFI contre le RN. Ah, d'accord. Alors que le RN est sioniste. Voilà, bon, ce sera Justement, ce sera la dernière question de cette interview avant de passer aux questions-réponses. Au vu des événements récents avec les élections, la dissolution de l'Assemblée nationale, tu as expliqué dans un tweet récent que le Rassemblement national s'était ouvertement revendiqué sioniste et tu poursuis même, je cite, le parti unique au pouvoir, donc en France, se maintient avec son aile gauche LFI et son aile droite RN. Mais cela ne signifie pas que le pouvoir oligarchique tient solidement en place, au contraire. Ces changements de façade sont les symptômes d'une crise de régime profond. Son avenir est incertain. Alors, justement, comment on est censé visualiser le champ politique aujourd'hui? Parce qu'on a quand même un Meyer Habib qui fait la bise à Jordan Bardella, un Klarsfeld récemment qui dit il faut voter RN car c'est le seul parti pro-juif. Euh, Hmm. c'est un chamboulement hein, aujourd'hui. Alors, en fait, c'est un chamboulement de façade. C'est-à-dire que vous avez une confrontation entre le RN, Reconquête, confrontation avec les filles, etc. Mais dans le fond, si on observe le système politique depuis, on va dire, depuis les Gilets jaunes, avant Ouais. même, bref, sans aller jusqu'à la période Hollande, terroriste, etc. Hmm. Si on voit l'attitude des principaux partis politiques sur les questions clés, c'est-à-dire durant les Gilets jaunes, Mélenchon a été très silencieux. On n'a quasiment pas entendu Ouais. prendre parti. Hmm. Euh, Marine Le Pen, qui pouvait appeler la police à lever le pied, la police qui éborgnait pour le compte d'Emmanuel Macron, n'a lancé aucun appel, alors que plus de 50% des policiers et des gendarmes votent pour le Rassemblement national. Ils ont laissé faire. Ensuite, il y a eu le Covid, sur le Covid, c'est-à-dire le confinement, les injections de masse quasiment obligatoires, Les la, autorisations. les autorisations, les QR codes, la suspension, genre les personnels hospitaliers suspendus, je crois que ça concerne 15 000 personnes. On les a quasiment pas entendus. Alors, on les a entendus sur des points de détail. Alors, ils disaient oui, alors il faut vacciner à tout va rapidement pour qu'on puisse suspendre le Ouais. pass sanitaire, etc. Mais au fond, ils n'ont pas remis en question l'injection de masse d'un produit expérimental.
Je veux dire, C'est vrai, Mélenchon était là c'est avec vrai. ses triples Hmm. injections, il se vantait d'être triplement injecté. Que ce soit lui, Marine Le Pen, Éric Zemmour, ils étaient tous alignés. Puis est arrivée la guerre en Ukraine, Hmm. donc la guerre de l'OTAN contre la Russie. Là encore une fois, ils se sont tous alignés, avec quelques nuances. Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour se sont tous alignés. Donc, ils peuvent effectivement s'opposer sur des points de détail, mais le système, l'architecture du système n'est jamais remise en question. L'OTAN n'est pas remise en question. L'UE n'est pas remise en question. L'euro n'est pas remis en question. Le Covidisme n'a pas jamais été remis en question. La guerre contre la Russie, en tout cas le soutien au régime de Kiev n'a pas été remis en question. C'est sur les questions de fond. Alors là, effectivement, sur la question de Gaza, effectivement, là, sur ce point-là, il n'y a pas eu d'unanimité. On doit reconnaître que LFI s'est démarqué du reste du champ politique. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a, alors ça je l'explique dans ce livre-là, donc ça c'est un bon pavé, une grosse étude, la guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, où je démontre qu'effectivement, en fait, on est rentré, alors là, je ne vais pas expliquer tout, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, on est rentré dans un système totalitaire qui se caractérise par un état d'exception permanent, donc Hmm. avec une concentration des pouvoirs et une mise au pas des partis politiques. Donc en fait, on a un parti unique au pouvoir, que j'appelle macrono-rothschildien, avec une aile gauche et une aile droite. Et chaque fois que le pouvoir est mis en danger, ces deux partis, son aile gauche et son aile droite, viennent en soutien. Regardez, si on voit le débat là, entre Macron et Marine Le Pen en Ouais. 2017 et en 2022, bon, en 2017, on aurait pu se dire, bon, elle était mal Ouais. préparée, mais en 2022, elle a commis quasiment les mêmes erreurs. Elle a C'est ça. ramené Emmanuel Macron sur son terrain à lui, Ouais. c'est-à-dire l'économie, etc. Le type est un énarque. Elle le ramène sur le terrain de l'énarque, il la bat. Et puis, Jean-Luc Mélenchon appelle en fait à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Ouais, c'est vrai, quelle ordure. C'est parfaitement verrouillé, que ce soit du côté de Marine Le Pen Ouais. Ouais, t'as raison. ou de Mélenchon. Donc, quand je dis ça dans un tweet, les gens se disent oui, vous exagérez, etc. Mais je veux dire, c'est des années de travail. C'est un pavé de 400 pages que tu produis pour expliquer les tenants et les aboutissants. Donc, quand je tweete, c'est pas une humeur. C'est le résultat d'années et d'années d'analyse, et de réflexion et d'écriture. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à oublier des fois, de se dire oui, mais finalement, il y a tellement de choses qui se passent dans l'actualité qu'on oublie. Les trois Oui, doses, parce pareil, que comme tu le dis, tous ceux qui ont validé les trois doses, il n'y en a aucun qui était contre, hormis Philippot, mais tous les autres étaient pour. Et puis d'un coup, il y a Ukraine-Russie, on a oublié que Zemmour, Le Pen, Mélenchon avaient tous fermé leur bouche là-dessus. T'as raison sur ça, c'est vrai. bah, on oublie parce qu'on est dans de la politique spectacle. C'est pour ça qu'il faut écrire. Il faut écrire des articles, des livres, etc. Il faut archiver Euh, surtout. et oui, et faire des analyses de fond. Mais chaque fois qu'il y a une élection, on est dans une sorte d'ébullition, de spectacle, et qui rend les gens en fait hystériques, irrationnels. C'est presque un événement religieux où chacun s'accroche à une idole. Alors, il y en a, ça va être Zemmour, d'autres Mélenchon, d'autres Marine Le Pen. Donc, ils s'accrochent fermement à cette idole et on ne peut plus les raisonner. On ne peut, moi, je l'ai vu pendant les élections présidentielles. Je veux dire, les gens, toute l'année, ils regardent Hanouna, ils ne lisent pas, ils lisent des mangas, regardent des bandes dessinées. Puis d'un seul coup, aux élections, ils ont tout d'un coup une Une conscience révélation. politique, ils ont Ouais. un avis, ils ont un avis, ils ont une analyse. Et donc, ça se déchaîne sur Instagram, sur Twitter, etc. Et puis ça se termine, et puis bah, ils reprennent, la vie reprend C'est son si cours. vrai, c'est si vrai. Donc moi, ce que je dis, c'est lisez, formez-vous politiquement, et quand on a une bonne formation politique, on arrive à garder la tête froide, et quand l'événement arrive, c'est-à-dire les élections, on peut juger avec la tête froide en gardant les éléments fondamentaux, c'est-à-dire les constantes et les variables. Alors, il y a des variables sur lesquelles on peut
on peut se disputer, mais il y a des constantes. La constante, c'est qu'on est dans un État totalitaire. Quand je dis totalitaire, c'est un système qui a tous les leviers de Du, du, pouvoir du, du, du. et, et en plus, qui a d'autant plus le pouvoir qu'on est dans un état d'exception permanent depuis les attentats terroristes de 2015. État d'urgence permanent, parce qu'il y a eu l'état d'urgence terroriste, puis l'état d'urgence sanitaire, puis quasiment un état d'urgence de guerre face à la Russie, ce qui permet à l'État, enfin à ceux qui tiennent l'État, de s'extraire de la loi. Là encore, on vient de le voir, euh, l'élection législative est anticonstitutionnelle parce que, normalement, il y a un délai à respecter entre la dissolution et l'organisation Ah des ouais? élections qui n'est pas respecté. Donc là, normalement, l'élection là, à venir, Ouais. législative, elle est nulle et non avenue. Mais tout le monde s'en fout, puisque de toute façon, on est dans un état d'exception permanent. L'état d'exception, c'est la suspension de la loi, la suspension de la Constitution. Alors, des gens me disent, ah, mais va en Corée du Nord, tu verras ce que c'est qu'un État totalitaire. En fait, il faut faire la distinction entre la dictature et la tyrannie. C'est ça. La tyrannie, c'est un système illégitime, soit qui prend le pouvoir de façon illégitime, soit qui prend le pouvoir légitimement, mais qui se maintient au pouvoir par des méthodes illégitimes. La dictature, c'est autre chose. La dictature, c'est un plérum de droit. C'est l'application de la loi. La dictature au sens romain, Oui, c'est vrai. c'est quand il y a le désordre et qu'on nomme un homme, c'est-à-dire le Sénat, nomme un homme, lui donne les pleins pouvoirs pour qu'il rétablisse l'ordre, mais cet homme-là, le dictateur, est soumis à la loi. Il respecte la loi et dans le cadre de la loi. Là, on est dans un autre système. On est dans un système, dans un état d'exception, c'est-à-dire une tyrannie. Donc en fait, si on n'a pas ces fondamentaux-là et qu'on n'étudie pas la séquence historique qu'on est en train de traverser de façon sérieuse, on ne comprend pas ce qui se passe. Ah, On a assisté à un spectacle avec les législatives, avec les présidentielles, on a assisté à un spectacle. Enfin, on a assisté à un spectacle avec les européennes, et là, ça sera encore un spectacle. Donc, bon, il y a des remaniements. Je ne dis pas que tout est verrouillé et qu'il n'y a pas d'issue, parce que justement, ces remaniements, ce repositionnement permanent, je veux dire, Bolloré qui dit à Ciotti d'aller soutenir le RN, de faire alliance avec le RN en lâchant Zemmour, etc. Tout ça, c'est une reconfiguration comme on dit, il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut modifier la façade pour maintenir le système en place. Mais ça ne veut ah pas ouais. dire que ce système-là tire en place, parce que si on voit ce qui se passe depuis les bonnets rouges, puis avec les gilets jaunes, ce sont des révoltes chroniques. Des révoltes chroniques. Les gilets jaunes, puis les manifestations anti-pass, puis le combat de la liberté, puis les manifestations anti-retraite, ainsi de suite. Une révolte succède à une autre, ce qui met en évidence, ce qui prouve que dans son tréfonds, le système est ébranlé. Donc, il doit à chaque fois Et ouais. se renouveler. Ouais, c'est ça. Il y a même aussi Zelensky qui a, à cause de la guerre, a reporté les élections, par exemple. Est-ce qu'on Oui, peut s'attendre oui, à ça avec Macron? Est-ce qu'on peut s'attendre à un troisième oui, mandat, un changement de la loi ou... oui, 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 parce que son truc à lui, c'est nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un virus, nous sommes en guerre contre la Russie. Et si il y en a la nécessité, d'ici 2027 ou en 2027, Macron peut très bien faire entrer la France en état de guerre et suspendre et annuler les élections. Bien sûr. Tout est possible.